Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre parcours. Dans quel univers avez-vous grandi? Alors moi j'ai grandi dans deux univers. Il faut savoir que je suis camerounaise d'origine et je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans et demi. Et donc avec cette double culture, j'ai grandi en France et toute mon enfance avec des allers-retours très réguliers à Yaoundé notamment et à Saint-Méléma, la ville de mes parents. Et l'univers dans lequel j'ai grandi, c'était un univers avec des frères et sœurs, parce que nous étions 6 à la maison, donc assez turbulent, ça bougeait beaucoup, donc il y avait déjà cet esprit un peu sportif, de combativité, un peu de concurrence à la fois, mais avec toujours un très bon état d'esprit. Un univers aussi avec des parents qui étaient très consciencieux, avec une maman qui était institutrice et un papa qui était attaché militaire à l'ambassade, donc c'était assez carré les choses, donc il ne fallait pas trop bouger d'une oreille. Mais malgré tout, ça nous a permis à toutes et à tous de pouvoir nous exprimer. Et comme l'a très bien dit tout à l'heure monsieur le président, c'est aussi d'oser et de saisir les opportunités, comme vous le faites aussi au sein des associations, et c'est le message aussi que vous portez aux jeunes. Eh bien moi, ce sont mes parents qui m'ont porté ce message en premier, en me disant Gévrise, tu peux faire tout ce que tu veux, il faut oser, et surtout beaucoup travailler. Donc du coup, vous avez commencé le judo à l'âge de 13 ans. Est-ce que c'est vos parents qui vous ont encouragé à débuter ce sport-là? Comment vous avez découvert ce sport et qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport? Alors mes débuts en judo se sont faits très tard, puisque à l'âge de 13 ans, comme vous l'avez bien souligné, alors qu'en principe le judo se commence plutôt vers l'âge de 6 ans, comme mes camarades. Et en fait, j'ai découvert le judo à l'école, au collège, via notamment l'UNSS. Et mon professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive, était aussi professeur de judo. Et donc, il a fait le lien entre l'éducation physique et sportive, le club. Et c'est comme ça que j'ai commencé le judo. Et c'était d'abord cet esprit convivial qui m'a permis vraiment de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite est arrivé l'esprit de combativité, la concurrence, le fait de pouvoir battre les garçons parfois, de battre aussi des filles qui étaient... Ça, c'est vraiment trop bien. De battre aussi des filles qui étaient beaucoup plus... qui avaient une ceinture... j'allais dire plus gradée que la mienne, parce que moi, quand j'ai débuté, vous débutez ceinture jaune, pardon, et après, au fur et à mesure, vous glanez des ceintures, et puis ceinture orange, j'arrive à battre des filles qui sont ceinture marron, donc c'est exceptionnel. Bravo pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a cet esprit, donc c'est enivrant en fait de pouvoir monter de niveau en niveau. Comment vous avez su en fait, à quel moment vous avez su que ce serait plus qu'un loisir et que ça deviendrait en fait important dans votre vie et même que vous auriez une carrière de sportif de très haut niveau? C'est vrai qu'au tout début, j'y croyais même pas. Moi, je pratiquais le judo comme une activité physique et sportive dans un premier temps. C'était vraiment cet aspect de convivialité qui m'a plu. Et au fur et à mesure, la graine s'est installée. Et c'est mon arrivée vraiment à l'INSEP, à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui se trouve pas très loin plutôt même dans le bois de Vincennes. Et même arrivé là, je me suis juste dit, je pense que je suis à la bonne place. Je vais voir ce qui va se passer. Je me fais confiance. Et c'est en côtoyant les grands champions et les grandes championnes qui étaient à l'INSEP et en voyageant aussi, en allant sur les compétitions sportives, que là je me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment cool. Et en plus, pourquoi pas moi? Et j'étais aussi sparring partner aux Jeux Olympiques à Athènes en 2004. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que ce que je voulais être, c'est d'être au milieu, dans l'arène, sur le tatami, et pouvoir donner vraiment tout donner pour pouvoir aller remporter des médailles. Et j'étais vraiment attirée par le dépassement de soi. C'est vraiment ça qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille et j'ai dit, pourquoi pas moi? Et puis voilà, c'est arrivé ce qui est arrivé. Hein. Donc vous parliez tout à l'heure de l'importance finalement du collège pour débuter le judo. C'est grâce à ça et l'UNSS que vous débutez le judo. Est-ce que pendant votre carrière sportive, vous avez aussi accordé de l'importance aux études? Est-ce que vous avez continué à étudier, à vous former, ou bien c'était le sport et rien que le sport? Alors, je vais juste d'abord revenir sur la partie collège, école, UNSS, ouais. Puisqu'on parle d'égalité des chances. Il faut savoir qu'on est quand même... en France, il y avait... Alors, quand bien même, effectivement, il y a toujours des problématiques qui sont liées à l'école, mais il faut savoir que c'est quand même une institution qui permet à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, et vraiment le lieu où chacun peut vraiment saisir des opportunités, et on parle vraiment d'égalité des chances avec l'école. Et moi, je peux dire que c'est vraiment ça aussi qui m'est arrivé, parce que je suis tombée sur le judo un peu par hasard, mais finalement, on m'a donné ma chance et j'ai saisi l'opportunité qui m'a été donnée pour ensuite faire une carrière de sportif de haut niveau, quand bien même, au départ, ce n'était pas ce que j'étais venue chercher, au final. Et pour faire le parallèle avec les études, comme je vous ai dit,
avec mes parents, ils étaient très stricts et qu'il fallait quand même respecter certaines règles. Et ben, l'une des règles et le deal que j'avais fait avec mes parents lorsque je suis rentrée à l'INSEP, j'étais déjà en première année de droit, donc ils m'ont dit, bon, Gévrise, ils ne connaissaient rien du tout au judo. Ils m'ont dit, Gévrise, nous, on est OK pour que tu puisses aller à l'INSEP, c'est le sport-études donc. Mais par contre, nous, ce qu'on veut, c'est que tu aies un bac plus 3, tu valides ta licence et après, tu feras ce que tu voudras, on s'en moque. Et finalement, bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai checké dans la main de mes parents. OK, c'est ce que j'ai fait, j'ai respecté le deal. Et puis finalement, après, bah, j'ai continué avec un Master 1, un Master 2. Quand bien même avec les compétitions sportives, parce que bon, les entraînements sont très, très difficiles, très intenses, la charge de travail est énorme, eh bien, ça m'est arrivé sur certaines années bah, de diminuer un petit peu l'intensité de ma formation et la possibilité aussi de pouvoir étaler ma formation sur plusieurs années. J'ai fait mon master en 2 ans, par exemple. Et puis quand je partais en stage au Japon pendant 3 semaines, il fallait bien trouver une solution pour que je puisse quand même suivre les cours. Donc avec les aménagements qui étaient prévus, eh bien, ça m'a permis de suivre en fait j'allais dire, mes études universitaires en parallèle de mon activité sportive à très haut niveau. Donc du coup, vous étiez déterminé sur 2 fronts, le sport et les études, quoi. Ouais, toujours. Toujours. Et ce que je voulais souligner, si vous le permettez, c'est que le sport, quand bien même dans le sport, il y a énormément de différences et chacun ne part pas avec les mêmes chances au départ, mais la pratique physique permet finalement de remettre tout le monde à zéro. Et ça donne la possibilité vraiment à tout le monde de pouvoir s'exprimer et d'aller chercher une victoire, de remporter, dans mon cas, des combats ou de remporter des matchs, mais aussi de progresser soi-même. Et c'est en ça que le sport aussi est hyper intéressant et hyper important et un outil de cohésion sociale et un outil aussi d'égalité des chances. Et l'autre point avec le sport, et notamment le sport de haut niveau, c'est que de plus en plus, et notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place par l'État, mais aussi par les fédérations sportives, qui permettent à des sportifs de haut niveau, comme moi, de pouvoir mener à la fois une carrière de très haut niveau en sport, mais aussi des études de haut niveau en intégrant des grandes écoles, par exemple. Et ce sont des choses, il y a certains athlètes qui n'auraient pas eu la possibilité de faire des grandes écoles s'ils n'étaient pas sportifs de haut niveau ou si à un moment donné, ils n'avaient pas poussé la porte d'un sport-études. Il y a une complémentarité parfois en fait entre les deux. Effectivement, il y a une complémentarité parfois et surtout ça donne aussi encore une fois la possibilité à tout à chacun de pouvoir saisir des opportunités et puis de faire des parcours auxquels il n'aurait pas pensé parce que lorsqu'on veut faire une grande école, ça coûte effectivement cher. Tout à l'heure le président a parlé de sous avec notamment il y a des personnes qui sont ici pour pouvoir accompagner les associations, mais c'est la même chose pour un sportif ou pour une sportive de haut niveau. Si derrière il n'y a pas des partenaires qui peuvent accompagner, aider, c'est très compliqué. Et puis il y a l'après-carrière aussi, des fois, mine de rien, on ne sait pas, on peut se blesser, on ne sait pas de quoi est fait sa carrière sportive et ne pas avoir d'études, ça serait aussi quelque part compliqué pour la suite. Ça peut être compliqué pour la suite, c'est pour ça qu'il est important d'accompagner les athlètes, et c'est mon métier aujourd'hui au sein de l'INSEP, pour préparer leur après-carrière, mais ça se passe déjà pendant. Il y a certains athlètes qui, pendant leur carrière, ne font pas d'études. Ce n'est pas grave en soi, mais par contre, il faut commencer à mettre des petites graines pour qu'ils puissent commencer à réfléchir sur quel est mon projet, qu'est-ce que je veux faire post-carrière, par quoi je suis intéressée, quels sont les métiers potentiels que je souhaite faire demain. Et ensuite, avec les accompagnatrices notamment, on pose des petites graines et on pose des jalons et on accompagne les athlètes soit pour pouvoir identifier des formations spécifiques, ça peut être des formations universitaires par exemple, ou d'autres types de formations. Et c'est comme ça on avance et le projet après de l'athlète est beaucoup plus, si je puis dire, carré, mais surtout une fois que la carrière de sportif de haut niveau est arrêtée, il peut rebondir sur quelque chose et il y a toujours une petite mort, mais disons que elle fait un peu moins mal celle-là. On va revenir justement sur votre parcours de sportif de haut niveau. Vous soulignez tout à l'heure que quelque part, une fois qu'on arrive sur le tatami, on remet un peu toutes les cartes à zéro et en fait que le meilleur gagne, peu importe d'où on vient, peu importe notre histoire. Vous aviez une particularité, c'est que vous mesurez 1m62, vous étiez plus petite que la plupart de vos concurrentes. Donc comment vous avez fait en fait de ce qui pourrait s'apparenter à une faiblesse, un point fort, et comment vous avez réussi à retourner la situation quelque part et voilà, à vaincre plus grande que vous. C'est vrai que dans ma catégorie de poids, celle des moins de 70 dans un premier temps et après celle des moins de 63 kilos, il a fallu que je m'adapte à mes adversaires et elle aussi à moi finalement, mais je me suis basée sur mes points forts.
Alors du coup, j'ai beaucoup travaillé sur des techniques judo qui sont en lien aussi avec ma morphologie. Comme vous l'avez rappelé, je suis assez petite. Bon, aujourd'hui, j'ai mis des talons, donc ça se voit pas trop. Voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup renforcé mes points forts, des techniques judo qui sont autour des mouvements d'épaule. Je ne vais pas vous donner de noms en japonais, sinon je vais noyer tout le monde. Sauf peut-être qu'il y a peut-être des judokas dans la salle, là, non? Ah, si, il y en a qui lèvent la... Oui, c'est ça. C'est bien. Et du coup, je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire, et c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire vraiment travailler ses points forts, plus, les points qui sont faibles, les travailler, mais on sait qu'ils ne vont pas atteindre vraiment un niveau exceptionnel, mais par contre les renforcer les points faibles pour être assez équilibré et surtout amener son adversaire dans sa zone de confort. C'est ça aussi la stratégie, et c'est ce que j'étais amenée à faire tout au long de ma carrière, et ça je ne l'ai pas fait seule, j'étais accompagnée par les entraîneurs, par aussi des préparateurs physiques, beaucoup de choses qui sont aussi mises en place lorsqu'on est sportif de haut niveau. Ce qui permet d'arriver et de mettre en place des stratégies. Travail d'équipe, quoi. C'est un vrai travail d'équipe, vraiment. On le disait tout à l'heure, vous avez un palmarès époustouflant, donc je vais le rappeler parce que c'est vraiment une carrière incroyable. Vous avez été donc médaillée de bronze au JO, 3 fois championne du monde, 5 fois championne d'Europe. Quelle est votre plus belle victoire, celle que vous avez le plus savourée, celle qui vous a vraiment marqué? Question pas facile, hein, mais j'avais envie de la poser. Non, effectivement, question pas facile. Et puis alors, la médaille olympique est vraiment exceptionnelle. En plus, il y a Brahim Asloum qui est là, notre champion olympique, donc en boxe. Mais je dirais que c'est mon premier titre de championne du monde. Je l'ai vraiment, déjà pour moi, c'était vraiment exceptionnel. Et en plus, comme c'était le premier, et je l'ai vraiment savouré. Parce que derrière, je savais qu'il y avait d'autres portes qui allaient s'ouvrir, mais surtout, je voulais savourer ce moment d'être championne du monde. C'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Ouais. Donc, je dirais le premier titre à Rio en 2007. Et il y a un peu forcément des hauts et des bas dans une carrière. Et... Toujours. Oui. Je pense que c'est aussi important d'en parler parce que c'est ce qui fait des fois que on se relève, on va chercher plus loin, enfin que ça nous renforce. Quel a été pour vous votre plus grand challenge, peut-être le plus difficile à surmonter dans votre carrière sportive? Mon plus grand challenge a toujours été celui contre moi-même, au final. Ça a été ça mon plus grand challenge dans ma carrière de sportif de haut niveau. Parce qu'il faut savoir que, alors en tout cas particulièrement me concernant, c'était pas vraiment les adversaires. Bien évidemment, les adversaires, il faut les étudier, il faut travailler la stratégie. Mais le plus important, c'est bien se connaître pour être en capacité de donner la réponse qu'il faut à un moment donné. Surtout en judo, parce qu'en un fragment de seconde, la situation peut être renversée et vous pouvez perdre votre combat. Et moi, ça a toujours été en fait un combat contre moi-même au début, pour pouvoir me mettre dans le bon tempo. Je suis plutôt un diesel, donc je démarre des compétitions doucement. Et il fallait vraiment que je me booste. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas motivée, j'étais très motivée. Par contre, voilà, ça commençait doucement. Il fallait vraiment que je me booste, donc c'était la première étape pour moi. Et il fallait vraiment que je me mette en condition pour être en capacité derrière de pouvoir m'exprimer à 100%. À 100%. Et les moments où ça a été vraiment compliqué, c'était ceux-là. C'était vraiment les moments où je me posais 10 000 questions. Et lorsqu'il y avait des compétitions que je perdais, ça arrivait souvent, hein, c'est toujours ça, se poser des millions de questions. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions, réfléchir, oui, mettre une stratégie en place, peser le pour et le contre, et ensuite être tout de suite dans l'action. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi à me challenger aussi, et à trouver des solutions sur des temps qui étaient des temps très difficiles pour moi, où je perdais. Comme vous l'avez dit, il y a des hauts et des bas, mais je pense que c'est aussi en parallèle de ce qui peut se passer dans la vie de tout un chacun. Et là où on va pouvoir trouver, et où vous allez aussi pouvoir trouver de la force pour repartir, c'est en prenant le temps, et souvent c'est le temps qui nous manque dans la vie de tout le monde, mais prendre le temps de se poser, d'analyser ce qui s'est passé, et ensuite de pouvoir définir des objectifs nouveaux sur lesquels vous allez pouvoir mettre un premier pas et ensuite avancer petit à petit. Donc quelque part, c'est du stress dont vous parlez quelque part. Est-ce que c'est ça qui peut être paralysant parfois? Et du coup, comment on peut le surmonter, que ce soit sur un tatami ou avant une compétition ou dans la vie de tous les jours? On est tous confrontés des fois à ça et c'est souvent ce qui va nous censurer ou nous empêcher d'aller de l'avant. Comment vous avez appris, vous, à le dompter, ce stress?
Le stress peut être l'un des facteurs. Effectivement, ça peut être un facteur bloquant. Il y a aussi le manque de confiance en soi qui peut être un facteur bloquant. Et par rapport au stress ou même au manque de confiance en soi, je pense que ce qui est important, c'est aussi de bien se connaître et d'apprendre à bien se connaître. Parfois, on pense qu'on se connaît bien, mais ce n'est pas le cas. Et pour bien se connaître, ce qui est aussi intéressant, c'est d'interroger vos proches. Et interroger vos proches et en disant comment est-ce que je suis ou comment est-ce que tu me vois, ou si tu devais me définir en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Et c'est avoir peur de la réponse, quoi. Non, effectivement, il ne faut pas avoir peur de la réponse, il faut être prêt ou prête à pouvoir l'accueillir. Mais par contre, c'est hyper intéressant. Et en partant de là, ça va permettre aussi déjà de pouvoir échanger aussi avec la personne à laquelle vous posez cette question, de pouvoir échanger, et vous de vous interroger. Parce que je pense que ce qui permet aussi de changer de mood, comme diraient les jeunes, eh bien, c'est ça. C'est aussi la discussion, mais c'est aussi de s'interroger et ensuite de pouvoir trouver des outils pour pouvoir débloquer certaines situations. On s'aperçoit en plus souvent que dans le regard des autres, on est mieux que l'image qu'on a de soi-même, quoi. Exactement. D'où les fameuses questions et les 3 mots. Essayez, vous allez voir, c'est assez surprenant. Vous saurez quoi faire en rentrant. Est-ce que vous avez eu des regrets dans votre carrière sportive? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire autrement ou avec du recul, voilà, est-ce que vous avez des regrets? Je n'ai aucun regret. J'assume tout ce que j'ai pu faire, vraiment. Et ça a été aussi mon leitmotiv, c'est-à-dire ne jamais regretter, faire vraiment ce que j'avais envie au moment qui s'est présenté et tout donner surtout pour ne pas regretter. Donc non, j'ai 0 regret. Et quand bien même il y a des compétitions que j'ai perdues, que j'aurais aimé gagner, j'ai vraiment pas de regret. Ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait vraiment partie de mon histoire et ça fait aussi partie de mon mindset. Je pense que c'est aussi un état d'esprit que j'ai et qui m'accompagne encore actuellement. Oui, parce que vous avez des devises. J'ai vu plusieurs devises que je pense que je vais même essayer de mémoriser parce qu'elles font du bien. J'ai pu lire que vous disiez que osez, même si ce n'est pas gagné d'avance, devenez la meilleure version de vous-même. Une lionne ne meurt jamais. Est-ce que ce sont des phrases qui vous ont permis de vous relever, de tout surmonter? Est-ce que c'est des fois aussi des mantras qu'on va avoir qui vont nous faire du bien? C'est exactement ça. Ce sont des mantras, des leitmotivs dans des périodes parfois qui peuvent être difficiles. Moi, ces phrases-là m'ont beaucoup accompagnée. Et ça permet aussi, en tout cas, moi, ça m'a permis encore une fois, d'être dans l'action et de changer d'attitude. Parce que parfois, alors je vais parler en jeu, parfois ou plutôt j'avais, ce sentiment-là de me plaindre par rapport à la situation que je devais affronter, qui était très difficile pour moi à cette période-là. Et après avoir pleuré beaucoup, à un moment donné, il faut aussi dire hey, « c'est bon, réveille-toi petite, là, il faut y aller, il faut avancer ». Et donc surtout, ces phrases-là me permettaient d'être encore une fois dans un nouveau mood, dans une nouvelle dimension. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avant de monter, parce que donc en judo, on sort de la chambre d'appel, donc il faut marcher un petit peu, et après il faut monter sur tatami, et après on arrive vraiment au centre du tapis. Et en fait, ces phrases-là, certaines d'entre elles, pendant que je marchais avec mon entraîneur à côté de moi, je me les répétais. Donc au fur et à mesure que j'avançais, au fur et à mesure que j'allais sur le combat et avec mon adversaire, donc c'était ma cible entre guillemets, je répétais ces phrases-là et ça me permettait de me mettre dans l'action. Et après, il fallait vraiment que cette fois-ci, j'aille vraiment dans l'action. Donc du coup, c'était aussi une manière de mobiliser et de mettre en mode combat. D'avoir de la force. D'avoir de la force. Et je pense que ce type de phrase-là, chacun et chacune, vous en avez sûrement, vous aussi. Et ça permet vraiment, en tout cas à mon sens, d'être dans une positivité aussi et d'être dans l'action. Et c'est vraiment ça qui permet ensuite de pouvoir faire des choses parfois extraordinaires. On dit souvent que le sport, c'est l'école de la vie. Qu'est-ce que le judo vous a inculqué? Est-ce que vous avez des valeurs qui sont venues par le sport? Énormément de valeurs sont venues par le sport et qui plus est en judo. Vous savez, en judo, la première chose qu'on apprend lorsqu'on commence le judo, c'est à chuter et donc à tomber. C'est pas drôle de chuter, de tomber. Mais par contre, vous chutez, vous tombez, mais vous vous relevez. Et en fait, le judo, c'est que ça. Vous passez votre temps à tomber, à faire tomber l'autre, mais l'autre vous fait aussi tomber et vous passez votre temps à vous relever. Eh bien, le judo m'a
vraiment appris ça, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai un genou à terre ou le deuxième genou à terre, eh bien forcément à un moment donné, je vais me relever. Et ça, c'est vraiment l'une des philosophies du judo et que j'applique encore aujourd'hui. Ouais, donc ça s'applique au sport, mais ça s'applique aussi à la vie de tous les jours, savoir se relever. Il y a notamment l'après-carrière. Vous parliez tout à l'heure de petites, enfin je ne sais plus quelle expression. De petites morts. Oui, voilà, de petites morts. Comment on se relève, comment on envisage l'après et vous, du coup, qu'est-ce que vous avez fait une fois votre carrière terminée? Une fois ma carrière terminée, je me suis reposée. Parce que ça fait du bien un peu de souffler. C'est important. J'ai pris du temps pour moi, pour mes proches, pour ma famille. Et ensuite, je me suis posée. Mais posée de manière en mode réflexion. Voilà, savoir quel va être mon prochain step, de quoi j'ai envie maintenant, qu'est-ce que j'ai fait aussi. C'est important de pouvoir faire un petit bilan de ce qui s'est passé, de la carrière que je venais de terminer. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai capitalisé, qu'est-ce que je veux faire demain. Et ensuite, derrière, avec tout ça, l'idée, c'était aussi que je puisse me dire, j'ai réalisé telle chose, j'ai tel type de diplôme, j'adore évoluer dans le monde du sport, qu'est-ce qui s'offre à moi dans le monde du sport? Et c'est comme ça que j'ai ensuite pu, derrière, soit passer des concours notamment, ou soit poser ma candidature à l'INSEP ou au sein de ma fédération, et ensuite commencer à mettre déjà un pied dans le monde professionnel. Vous avez aujourd'hui de multiples casquettes. Vous êtes donc vice-présidente de la Fédération française de judo, membre de la commission des athlètes qui préparent les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Vous accompagnez, comme vous avez dit tout à l'heure, les athlètes à l'INSEP. C'est ma mission principale, oui, en tant que cadre d'État. D'accord, oui. Vous êtes aussi donc, consultante télé et radio et marraine de l'association Enfants du Jardin qui apporte un soutien aux familles et aux enfants atteints de maladies rares. C'était important pour vous aussi d'avoir ces engagements-là, que ce soit associatif ou même dans le cadre de votre métier, de votre métier, d'avoir des engagements forts et de poursuivre un autre combat en fait. Oui, c'était important pour moi déjà de rester dans le monde du sport parce que c'est un monde que j'apprécie. Et je voulais aussi apporter un peu ma pierre à l'édifice, voilà. Essayer de changer ou en tout cas d'apporter des éléments à certaines personnes. Pourquoi pas de changer des vies aussi, comme ça peut être le cas pour moi. On l'a fait pour moi, il y a des personnes qui étaient là, qui m'ont accompagnée lorsque j'étais sportive de haut niveau. Et je voulais aussi redonner ça. Je trouve que c'était important, soit au sein de l'INSEP là, en tant que cadre d'État, mais soit au sein de ma fédération en tant que vice-présidente bénévole. Et avec l'association Les Enfants du Jardin, j'y suis engagée depuis très longtemps. Ma famille est engagée depuis très longtemps au sein de cette association. Et pour moi, c'était tout naturel aussi. Parce que ces enfants-là, en fait, eux, leur combat, il est au quotidien. Et il est réel. Et donc, c'était aussi une manière de dire... déjà d'apporter de la visibilité à l'association. Ça, c'était la première chose. Et c'était aussi une manière pour moi de me dire, ouais, Jeff, des fois, c'est dur pour toi, mais franchement, relativise, quoi. Parce que à côté, en fait, ta vie, c'est super top. Donc, ça permet aussi ça de redescendre, le fait de s'engager au sein d'associations. Et après, l'engagement, oui, Paris 2024, on va avoir les Jeux. Donc, c'était aussi important. Les Jeux, c'est pas tous les jours. Et je voulais aussi faire profiter de mon expérience et permettre, en tout cas à la majorité de nos concitoyens et concitoyennes, de pouvoir vivre les Jeux à la maison. Vous parlez d'une notion importante qui est quand on a reçu de redonner. C'est le cas dans le sport, mais un peu partout ailleurs aussi. Est-ce que c'est une valeur qui était importante pour vous de se dire, j'ai tout ce qu'on m'a donné, j'ai envie de le redonner à ma manière. C'était quelque chose aussi qui était important pour vous dans l'après? Oui, je pense que c'était vraiment important pour moi dans l'après de pouvoir redonner. C'est aussi une valeur qui existe et qui est très forte aussi en judo. Vous savez, en judo, quand même c'est un sport individuel, c'est un sport qui est assez collectif et qui est dans le partage. Parce que pour faire du judo, moi j'ai besoin d'un partenaire qu'on appelle Uke. Moi je suis Tori, c'est moi qui fais l'action. Et on fait tout le temps tout ensemble finalement. Donc je donne et je redonne à chaque fois. Et donc c'est dans cette continuité-là que j'ai voulu aussi, ensuite dans mon après-carrière de sportif de haut niveau, redonner aussi à mon tour. Parce que je trouve que c'est essentiel. Vous aidez les jeunes donc de l'INSEP, vous en avez parlé au début de notre échange. Donc les jeunes et les moins jeunes. Du coup, désolée. Les sportifs de l'INSEP. C'est ça. À trouver leur orientation, à trouver leur voie, mais pas que du coup, ou peu importe l'âge.
Oui, en fait, peu importe l'âge, et c'est beaucoup plus global que de trouver l'orientation. C'est vraiment un accompagnement qui est fait sur le projet de vie de l'athlète en version 360. Ok. Et donc, c'est aussi comment articuler le projet sportif avec le projet de formation, avec le projet personnel, avec le projet professionnel, parce qu'un athlète ou une athlète de haut niveau, c'est pas seulement un boxeur, une judoka, un pentathlète ou un triathlète, c'est un homme, une femme, peut-être le mari ou la femme de quelqu'un, un frère, une sœur, il a des frères et des sœurs, il a des parents, il peut aussi avoir des enfants, il a des envies, des intérêts. Donc c'est vraiment prendre la globalité de qui est l'athlète et faire en sorte que les différents projets de l'athlète convergent vers le projet sportif. Puisque lorsqu'on intègre l'INSEP, c'est pour aller chercher des médailles nationales au niveau continental, au niveau mondial et au niveau olympique. Et de faire en sorte que tous les projets convergent vers le projet sportif, et c'est comment articuler tout ça. Voilà, donc il faut trouver un petit peu la bonne balance, le bon équilibre pour que les athlètes construisent au fur et à mesure leur projet et qu'ils deviennent vraiment maîtres de leur projet et autonomes. Et donc, c'est pas toujours facile de savoir qui on a envie d'être, ce qu'on a Non. envie de faire. On en parlait tout à l'heure, on n'a pas toujours confiance. Pour conclure, quels conseils aurez-vous à donner aux jeunes présents ce soir pour réfléchir à leur avenir, se donner une chance de faire ce qu'ils ont envie de faire? La première chose, je voulais d'abord aussi les féliciter, les jeunes qui sont présents ce soir, dans leur engagement, parce que le fait d'être déjà au sein aussi de ces associations-là, c'est déjà un premier pas vers l'engagement, c'est un premier pas aussi pour aller saisir des opportunités. Donc ça, c'est mon premier mot vers eux. Et le deuxième mot, c'est de tout simplement les encourager et de leur dire continuez, vous êtes au bon endroit, vous êtes à la bonne place. Et comme j'ai l'habitude de le dire, osez, parce que l'avenir est devant vous. Merci beaucoup.